démarre. Bonjour, nous allons donc démarrer. Je me présente. Je suis Céline Vinot, je suis directrice de l'Institut Carnot Matériaux Équipements pour la construction durable. Et ce matin, je suis là en tant qu'animatrice du réseau des Carnots Ville Durable sur une présentation qui est Microclimat en milieu urbain, une illustration des travaux que nous menons. Je vais tout d'abord vous présenter les membres de ce réseau. Donc, il est constitué de 5 membres principaux. Donc, l'Institut Carnot MECD, dont je suis j'assure la direction, l'Institut Carnot Climadapt, l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, l'Institut Carnot Eau et Environnement, et enfin l'Institut Carnot CETIM. Donc, on s'est regroupé sous ce réseau pour travailler sur 4 thèmes principaux qui sont infrastructures et adaptation aux nouvelles mobilités, les infrastructures et les adaptations au changement climatique, qui seront plutôt le thème que nous aborderons ce matin lors de cette conférence. Il y a également des travaux menés sur le bâtiment. Et c'est bien de travailler sur les bâtiments et les infrastructures, mais il y a également des usagers, des collectivités qui utilisent ces bâtiments et ces infrastructures dont il faut tenir compte. Et tout cela afin de construire la ville durable, sobre et connectée. Donc nous avons 25 minutes de temps de parole. Tout le monde ne pouvait pas présenter ses travaux ce matin. Donc nous avons fait le choix d'avoir quelques illustrations des Carnots qui ne seront pas représentées sur les 2 présentations un petit peu plus longues qui viendront juste après. Donc je vais présenter quelques-uns de leurs travaux. Donc pour le Carnot Ingénierie à Lyon, il s'agit du projet Albus, dont l'objectif est de développer de nouveaux logiciels de simulation de l'atmosphère au service de l'ingénierie, avec une approche réseau de rue. Vous verrez que dans ce groupement, en fait, on travaille à différentes échelles. Là, on le voit plutôt à l'échelle de l'atmosphère, avec un mix modélisation, mais également essais physiques. Et là, il s'agit d'essais en soufflerie. Donc vous avez par exemple un exemple de visualisation d'écoulements qui ont été menés dans le cadre de ces travaux sur une rue classique et puis une rue avec des arbres pour noter l'influence que peuvent apporter la présence d'arbres dans cette rue au niveau de la dispersion des polluants. Concernant l'Institut Carnot Climadapt, donc un travail sur l'adaptation au changement climatique des ouvrages. Ici, 2 exemples. Donc, un travail sur le retrait-gonflement des sols argileux et ce que ça implique au niveau de sinistralité en cas de sécheresse sur les maisons exposées au phénomène. Et puis des travaux menés en partenariat avec la société Loist, utilisation de chaux pour lutter contre le ressuage des chaussées. Alors, on travaille tous sur la réduction de l'empreinte carbone. Donc ici, 2 exemples avec un travail sur les isolants biosourcés et puis l'utilisation des biosourcés pour décarboner le secteur du bâtiment. Un gros travail également mené sur les îlots de chaleur urbains et le cycle de l'eau. Donc vous pourrez retrouver sur le site de l'Association des Carnots le document qui présente les 23 solutions pour gérer l'eau pluviale dans la ville, qui a été fait en collaboration par les 2 Carnots Eau et Environnement et Climadapt. Et puis tout un travail sur la qualité de l'air et le bien-être des usagers. J'en ai fini pour moi. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane Ruy du Carnot. Merci. Voilà. Je veux bien Zafet. Donc, merci, Carnot bonjour. Eau et Environnement. Je suis Stéphane Ruy, donc je suis le directeur opérationnel du Carnot Eau et Environnement depuis cette année. Et donc, je vais essayer de vous présenter quelques éléments, quelques exemples de travaux qui mobilisent le végétal et ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature pour répondre aux enjeux des îlots de chaleur urbains en ville. Pardon. Donc, je passe là-dessus. Si vous voulez nous voir, nous sommes ici à la table 57 en bas. Voilà. Donc, très rapidement, quelques éléments de contexte général donc, sur les enjeux de la ville de demain par rapport au changement climatique. Moi, j'en ai identifié 3, il y en a plein d'autres, mais c'est la gestion des eaux pluviales et la réutilisation des eaux, qu'elles soient usées, traitées ou qu'elles soient
de pluie ou que ce soit des eaux dites non conventionnelles. Donc, grosso modo, passer de la ville tuyau à la ville éponge. C'est la gestion du risque inondation et ruissellement. C'est aussi la lutte contre les îlots de chaleur urbains avec des températures beaucoup plus importantes. Et donc, pour répondre à ces enjeux et à plein d'autres, finalement, actionner le levier du végétal et en étant un peu plus ambitieux des solutions fondées sur la nature, c'est un élément qui est particulièrement pertinent. Alors pourquoi c'est pertinent de mobiliser le végétal? Parce que le végétal, ça atténue les amplitudes thermiques, ça apporte de l'ombre, hein. Bon, pas besoin d'avoir fait de grandes études pour dire ça. Ça joue sur le cycle de l'eau, ça favorise le stockage de l'eau. Si on met du végétal, on le met sur un substrat, donc ce substrat va stocker de l'eau, et donc ça va ralentir le cycle de l'eau, ça va limiter le ruissellement intense en milieu urbain. Et puis ça apporte plein d'autres bonnes propriétés, ça stocke du carbone, c'est un support de biodiversité, et ça contribue aussi au bien-être des populations. Donc c'est très intéressant, mais ça pose de nouvelles questions de recherche, parce que le végétal, c'est un milieu vivant, pardon. Donc, c'est un peu plus complexe que simplement des solutions grises. Donc, il y a besoin de connaissances pour documenter et pour modéliser à différentes échelles, à l'échelle de l'aménagement individuel, du bâtiment, de la rue ou de la ville. Ça apporte plein de services et ça peut être mis en œuvre de différentes façons. Donc, il y a une diversité de solutions. Donc, va se poser la question de l'optimisation, du choix, du compromis. Est-ce que j'ai besoin d'atténuer la température, mais si je mobilise le végétal pour ça, il faut que je l'irrigue et donc j'utilise de l'eau. Mais enfin voilà, donc il y a toujours des compromis à trouver. Je peux être un peu plus ambitieux, puis vraiment mobiliser ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, mais à ce moment-là, on a une complexité plus importante parce qu'on a une approche systémique. Et cette complexité, elle s'étend au-delà du champ biotechnique, et ça mobilise des questions en termes d'économie, de réglementation et d'appropriation sociétale de ces concepts. Et donc, ça génère de nouveaux travaux de recherche qui complètent des travaux historiques qui ont été faits sur les toitures terrasses végétalisées ou le traitement des eaux par filtre planté, par exemple, et des travaux en cours qui ont déjà été mentionnés juste auparavant sur la gestion des eaux pluviales ou le risque inondation. Voilà. Donc, pour illustrer un peu ces différents travaux, je vais vous présenter 4 exemples à différentes échelles. Les premiers, c'est des travaux qui sont conduits à l'échelle, on va dire, de l'aménagement individuel et ils sont focalisés sur l'utilisation de l'arbre en ville avec 2 aspects. L'arbre, on a dit que ça pouvait atténuer la chaleur et faire de l'ombrage. Donc il y a une première thèse qui débute sur l'utilisation de l'arbre en ville pour limiter la surchauffe urbaine. Et donc à partir de là, les questions qu'on regarde, c'est quelles sont les interactions entre l'arbre qui est quand même mieux en forêt qu'en ville, donc à ce moment-là, il y a de nouveaux stress. Donc comment il réagit à ça? Est-ce que son pouvoir rafraîchissant, son effet d'ombrage est aussi important? Et quel est l'impact finalement de l'état de l'arbre sur son effet microclimatique? Et ça, ce sont des travaux qui sont conduits à Lyon, entre plusieurs carnot d'ailleurs, plusieurs labos de différents carnot de ce réseau Ville Durable. L'autre aspect qu'on regarde, c'est une fois qu'on a regardé l'effet sur la thermie, on regarde l'effet sur l'hydrologie. Et donc on regarde un nouveau concept qui est l'arbre de pluie, qui est pas mal développé, qui est beaucoup utilisé par exemple à Lyon, par exemple. Et donc l'arbre de pluie devient un ouvrage de gestion des eaux pluviales. Et à ce moment-là, on va regarder finalement quelle est son efficacité. Voilà. Donc les questions qu'on regarde, c'est les processus hydrologiques qui sont à l'œuvre entre le stockage, le drainage profond, l'évaporation. Quels sont les indicateurs qui contrôlent ces processus? Et si on est capable d'expérimenter en conditions actuelles, on va évidemment voir comment ça fonctionnera en climat futur. Bon, il faut plusieurs années ou dizaines d'années pour qu'un arbre atteigne son plein développement, que ce soit en ville ou ailleurs. Et là aussi, c'est des travaux qui sont menés à Lyon par différents labos du Carnot Eau et Environnement. Le troisième exemple, alors là, on monte un peu en échelle. On n'est plus à l'échelle de l'aménagement individuel, mais plus à l'échelle de la rue. Alors de la rue ou de son modèle réduit. Alors ce n'est pas un modèle réduit de laboratoire, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est un modèle réduit de plein air, où on va regarder finalement comment on peut piloter l'arrosage de la végétation
pour maximiser son impact sur l'atténuation des îlots de chaleur urbains. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait des compromis à faire entre la température et l'usage de l'eau, par exemple. Typiquement, c'est ce type de question qui est abordé ici. Et donc, ce qu'on regarde, c'est comment la structure de la végétation peut influencer l'atténuation de l'îlot de chaleur urbain. Est-ce que c'est entre des arbres hauts ou des arbres de port plus bas? Peut-on optimiser cette atténuation via le pilotage de l'irrigation? Et si on veut piloter l'irrigation ou l'arrosage, quels critères on utilise? Est-ce qu'on regarde l'humidité du substrat? Est-ce qu'on regarde l'état de stress hydrique de la plante, etc. Donc ça, c'est des travaux qui sont développés à Montpellier, là aussi en mobilisant plusieurs laboratoires de différents Carnot. Et donc là, il y a une nouvelle thèse qui va commencer. Il y a une première thèse qui a travaillé sur l'acquisition de mesures, de données, et là, une autre qui va travailler plus sur la modélisation. Donc ça, c'est des approches qui sont plutôt biotechniques. Et une autre approche, je regarde un peu l'heure, pardon, c'est aussi de mobiliser les sciences humaines et sociales. Donc forcément, à ce moment-là, on n'est plus à l'échelle d'un aménagement, mais plus on est à l'échelle de la ville. Et en particulier dans le cas du concept, de l'utilisation du concept des solutions fondées sur la nature. Et donc il y a des travaux. Donc c'est un concept qui a émergé il y a une dizaine d'années, qui bénéficie d'une définition internationale et qui a été approprié de façon différente selon les pays et selon les acteurs dans ces pays. Donc sans aller trop dans le détail, mais il y a un projet de recherche qui a comparé la mise en œuvre pratique de ce concept entre deux pays, donc les États-Unis, en Californie, et en France. On ne va pas détailler, mais en tout cas, voilà, en quelques mots, ces deux concepts qui sont appropriés de façon très très différente entre ces deux pays, entre les États-Unis qui le sont appropriés complètement, qui ont mis en place des financements dédiés à l'échelle fédérale, où tous les secteurs se sont appropriés ce concept, même des secteurs auxquels on ne penserait pas, comme le secteur de la défense. Alors qu'en France, il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de stratégie de déploiement des solutions fondées sur la nature au niveau national. Il n'y a pas eu de moyens financiers fléchés et ça s'est limité à certains secteurs qui ont fonctionné en silo. Donc au final, ce qu'on observe, c'est une grande diversité de projets, mais avec des questions de tension entre les différents services qui mettent en œuvre ces approches. Les acteurs locaux peuvent utiliser d'autres termes. On va parler de gestion alternative des eaux pluviales, d'infrastructures vertes, de trams vertes, trams bleus, etc. Voilà. Et sans forcément qu'il y ait une coordination. Et donc, c'est une limitation à l'adoption de ce concept qui permet d'aborder plusieurs services de façon coordonnée. Et donc, ça génère un certain nombre de questions, non pas de questions de fonctionnement technique, mais de fonctionnement, on va dire, dans le domaine, on va dire, de la réglementation, de la gouvernance, etc., et qui peuvent être abordées par les sciences humaines. Par exemple, quelles sont les représentations des différents acteurs sur ces solutions fondées sur la nature? Est-ce qu'elles sont acceptables? Qu'est-ce que les gens mettent derrière ce terme? Quelle gouvernance, quelle institutionnalisation à l'échelle nationale qui se décline au niveau local, etc., etc. Donc il y a un programme de recherche qui s'est mis en place et mais qui maintenant nécessite aussi d'être accompagné par des collaborations avec l'ensemble des acteurs de l'urbanisme. Donc pour finir, et je vais passer la parole après à mon collègue, donc l'usage du végétal et le déploiement des solutions fondées sur la nature en ville, c'est un levier actionné qui permet de répondre à de nombreuses problématiques. Donc on les a marquées ici. Ça nécessite de lever un certain nombre de verrous qui sont biotechniques, mais aussi réglementaires, socio-économiques. Forcément, il y a des besoins d'acquisition de nouvelles connaissances, donc de la recherche, mais aussi ça va forcément reposer sur des recherches de compromis, d'optimum multicritères, de complémentarité. Et donc, pour ça, les labos du Carnot sont évidemment prêts à collaborer avec l'ensemble des acteurs pour développer ce type de concept. Voilà, merci. Merci Stéphane. Nous allons passer la parole à Valentin, qui va du coup nous parler plutôt bâtiment et impact de la rénovation sur le confort des habitants et notamment le confort d'été.
Merci. Donc, alors moi, je vais vous parler de l'impact sur le confort d'été de la rénovation thermique en différentes typologies de logements en milieu urbain. Alors moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est vraiment le confort des habitants dans un contexte urbain. Alors quand on parle d'urbain, vous l'avez vu juste avant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'on a un niveau de chaleur urbain en centre-ville. Et moi, celui qui va m'intéresser particulièrement pendant ma thèse, ça va être le piégeage du rayonnement. Le fait que le soleil reste coincé dans les rues et que le rayonnement soit coincé. Alors je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Quand on parle de rayonnement, on peut le diviser en deux parties. On a le rayonnement solaire d'une part, donc c'est le rayonnement en ondes courtes, ou les ultraviolets, et le rayonnement infrarouge, les ondes longues. Ça, ces deux ondes, ces deux types de rayonnement, ils auront un comportement différent sur les matériaux. Par exemple, le rayonnement solaire, il va avoir tendance à se réfléchir sur des matériaux qui sont blancs, alors que le rayonnement infrarouge, il ne va rien faire en fonction de la couleur. Il va plutôt rebondir ou non sur les murs en fonction du type de matériau, si c'est du métal, de la brique ou autre. Donc quand on parle de piégeage radiatif dans les centres-villes, on a d'une part le soleil qui va rentrer dans la rue et qui va certes être coincé, mais d'autre part on a le rayonnement onde longue qui n'a pas arrivé à s'échapper. C'est-à-dire que les matériaux, quand ils vont monter en température, ils vont vouloir se refroidir sur la voûte céleste ou sur leur environnement. Et un centre-ville qui est plutôt dense, comme vous le voyez sur l'image ici, eh bien le rayonnement il a du mal à s'échapper. Il va être coincé entre les bâtiments. Donc moi, dans ma thèse, ce que je fais, c'est que je travaille sur un modèle numérique qui permet de bien modéliser le rayonnement en centre-ville. Donc là, par exemple, je vous montre un de mes résultats qui est de prendre une rue un petit peu typique, un espèce de canyon urbain, sur lequel j'ai modélisé bien le rayonnement et avoir un champ de température, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. Mais ensuite, pour pouvoir interpréter ce champ de température, je vais travailler avec un modèle de confort qui va prendre la température ambiante de l'air intérieur, mon énergie, mon rayonnement reçu par mon individu, et je vais lui assimiler une température de confort, une température ressentie. C'est le PET que l'on voit sur la droite. Donc là, par exemple, mon individu qui se trouve au soleil à 30 degrés, en fait, sa température ressentie sera 43 degrés. Et moi, ce que je vais regarder, c'est un petit peu ce qui se passe dans les logements au niveau du rayonnement. Je vous donne un exemple tout simple. Je travaillais sur un petit modèle de maison avec des vitrages qui sont exposés sud. On voit très bien la tache solaire qui est sur la gauche de l'image. Dans cette maison, je mets des petits capteurs pour essayer de mesurer quel rayonnement est reçu donc par mes capteurs, pour modéliser un petit peu ce que reçoit mon individu en rayonnement. Et je vais faire deux cas d'étude. Un cas avec un carrelage blanc et un cas avec un carrelage noir. Je me pose la question de est-ce que la couleur a une influence sur le confort de l'individu ? Et donc oui, moi ce que je regardais, c'était... Donc j'ai testé d'abord un cas en été, le 12 août à midi, avec du rayonnement qui rentre dans la maison, et je vois ce qui se passe au niveau du rayonnement reçu. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que j'ai une même température intérieure d'air. Donc j'ai 33 degrés dans mon logement. Là-dessus, mon confort, il ne change pas. Par contre, le rayonnement qui est reçu par mon individu, il va changer la chose. C'est-à-dire que au niveau de ma température de confort, dans une pièce avec un sol blanc, je vais avoir une température de ressenti 4 degrés plus élevée que si j'avais un carrelage noir. Et ça, en fait, c'est assez simple à comprendre finalement. Moi, ça m'a fait un petit peu interloqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans un cas avec un carrelage noir, dès que le soleil rentre et qu'il tape sur le carrelage noir, effectivement, le carrelage noir, il monte un peu en température, mais après, le rayonnement, il est arrêté, il est tout absorbé. Par contre, avec un carrelage blanc, comme on peut voir sur l'image à gauche au-dessus, et bien en fait, les réflexions, elles rebondissent encore et encore et encore, ce qui fait que l'individu qui se trouve dans la pièce, eh bien, il va recevoir beaucoup plus de rayonnement finalement, et donc il va avoir un inconfort de 4 degrés supérieur à si c'était un sol noir. Donc la question que je me pose maintenant, c'est, on nous dit beaucoup qu'il faut repeindre les murs des villes en blanc, mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça ? Est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué que ça ? Alors donc j'ai fait deux cas d'études un peu pour tester ça. Donc j'ai voulu repeindre mon mur de façade en blanc et en noir pour voir ce qui se passait sur le confort dans les logements. Donc moi ce que je peux voir ici, c'est que par exemple pour ma façade de droite qui est exposée au sud, là j'ai fait la différence de température entre un mur noir et un mur blanc. Et ce que je peux voir sur cette image-là, c'est que mon mur qui est exposé au sud, quand il est repeint en blanc, bon, ben, il est plus froid. Bon, jusque-là... Rien d'incroyable. Par contre, le mur qui est en face, qui est exposé nord, eh bien, comme tout le rayonnement il réfléchit, lui, par contre, il va monter en température. Donc là, dans mon mur, j'ai une petite influence. Par contre, au niveau de mon confort intérieur, je vais regarder un peu ce qui se passe au niveau des deux logements au premier étage exposés sud
et nord. Et bien, je vais regarder un peu ce qui se passe au niveau de la température de confort. Je trace en noir la température extérieure dans l'air, et en rouge et en vert, c'est les températures intérieures dans les logements exposés sud et nord. On va parler d'abord des lignes continues. Ce qu'on voit, c'est que déjà, il n'y a pas beaucoup de différence finalement entre un logement exposé nord ou un logement exposé sud. Donc déjà, la couleur pour le confort intérieur n'a pas forcément d'influence. Et par contre, ce qu'on voit avec les pointillés en vert, c'est le cas où j'ai repeint le mur de mon exposé sud en blanc. Et là, j'ai une élévation de la température au nord. Et donc là, c'est tout à fait logique, puisque le rayonnement qui était normalement reçu par le mur exposé sud, il est renvoyé en face et il rentre par mes vitrages. Voilà, je fais une petite aparté sur ce graphique qui est intéressant parce qu'on voit que même si la température extérieure elle diminue et qu'elle est vraiment très très basse sur la partie droite de mon graphique, la température intérieure dans les logements reste au-dessus. On a un espèce d'effet thermos. Alors ça, je suis en train de travailler dessus pour essayer de bien comprendre d'où ça vient et pour essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Donc, au cours de ma thèse, donc là je suis en plein milieu, donc il me reste encore 1 an et demi à travailler dessus. L'idée, ça va être de modéliser plusieurs pistes de rénovation dans ce contexte urbain. Et moi, ce que je souhaite, c'est observer leur influence sur le confort thermique intérieur. Et donc, ce que j'aimerais bien aussi, c'est explorer des pistes multi-échelles. On va parler de rénovation de la paroi, mais aussi du logement, comme par exemple rajouter de l'inertie à l'intérieur, mais aussi des pistes à l'échelle de la rue. On voit dans les villes méditerranéennes des toiles d'ombrage, par exemple, que l'on met en place la journée dans les rues un petit peu étroites, pour limiter les effets du soleil. Et ensuite, eh bien, il ne me restera plus qu'à confronter mon modèle numérique à la mesure. Donc là, j'ai par chance, comme c'est des champs de température géométriques, je vais pouvoir les comparer à des thermographies. Donc ça, je suis en train aussi de travailler dessus. Bon, je vous remercie de votre attention. Merci à tous les deux. On a été un petit peu rapide puisqu'on est pris par le temps, mais il ne faut pas hésiter sur l'ensemble des sujets qu'on vous a présentés. Les Carnot sont présents au niveau du premier étage. Ils ont chacun des stands, donc ne pas hésiter à aller les voir. Et il nous reste 3 minutes, on peut prendre une question. Non, bah écoutez, bah si, allez-y. Alors en fait, l'Institut Carnot Climadapt et l'Institut Carnot du CEREMA. Voilà. Alors, ça marche, oui. Alors moi, je ne m'intéresse pas vraiment à l'hiver, parce que effectivement, il y a des élévations de température toute l'année, des extrêmes, et on a des données météo jusqu'à 2100 pour essayer d'estimer un petit peu les vagues de chaleur plus violentes qu'il y aura à l'avenir. Maintenant, pour l'hiver, l'influence des couleurs. Oui. Ok. Alors, moi, la logique que j'ai, c'est que pour résoudre le problème l'hiver, ce qu'on fait qui marche très bien, c'est isoler les bâtiments. Alors certes, si jamais on les repeint en noir ou en blanc, on peut travailler sur les apports solaires, mais on va dire que pour que les deux solutions soient complémentaires, été-hiver, il faut qu'on arrive à compiler un petit peu les deux. Si on fait un bâtiment qui est très isolé, très noir, il va être super pour l'hiver, même avec des grandes baies vitrées exposées sud. Par contre, l'été, ça va être un four. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos bâtiments aujourd'hui qui sont isolés pour l'hiver pour qu'en plus, ils ne soient pas trop chauds l'été. Et donc, c'est des pistes complémentaires. Ah oui, bien sûr, il y a un compromis effectivement à avoir, effectivement. Merci, nous sommes à votre disposition. Merci.